Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre segment Question du jour. La question d'aujourd'hui, à quel point il est difficile de respirer pour un asthmatique en crise? La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la résistance. Voici donc une autre équation de la mécanique des fluides. La variation de pression au bord d'un conduit va être égale à la résistance fois le débit qu'il traverse. En passant, on voit aussi la notation, c'est celle qui est dans les notes. Delta P est égal à R fois V point. V point, ça se trouve être l'équivalent de la notation du débit. La définition des variables, R c'est la résistance, Q c'est le débit en litres par minute, et delta P va être la chute de pression qu'on va obtenir en centimètres d'eau. La résistance, ces unités, ça va être centimètres d'eau par litre par minute. Vous pouvez vous convaincre assez facilement que c'est correct. Et en fait, à chaque règle, une bonne exception. Cette équation-ci, d'après ce que je vous ai toujours dit, normalement, quand les termes ne sont pas les mêmes à gauche et à droite, on devrait mettre toutes les unités dans le système international. Mais ici, l'équation a été vraiment faite, toutes les variables ont été faites pour fonctionner entre elles dans des unités qui ne sont pas standards. Donc, quand on travaille avec ça, on va travailler avec toujours ces unités-là ici. Ça veut dire qu'il n'y a aucune conversion d'unité à faire. Donc, juste pour parler un peu plus de l'équation, si on a un débit dans un tuyau, forcément, tout tuyau, tout conduit, tout transfert d'air va toujours impliquer des résistances. Donc, en ce sens-là, quand il va y avoir un débit, on va toujours avoir une chute de pression entre le début et la fin. Cette chute de pression-là va être d'autant plus importante si les résistances sont grandes. Une autre façon de le voir, pour être capable de créer un débit dans un tuyau, s'il y a des grandes résistances, ça va prendre une très grande pression à l'entrée pour être capable de pousser le fluide dans le tuyau. Donc, juste pour vous illustrer les impacts de ça, si on est en mode barométrique, ça veut dire qu'on ne change pas la pression, on ne change pas l'écart de pression entre le début et la fin, elle demeure constante. Et je vous dis que la résistance augmente. Donc ici, ce qui va arriver, vu que la résistance augmente beaucoup, mais qu'on ne change pas la pression, l'écart de pression induite dans le tuyau, ben ça veut dire que le débit va forcément beaucoup diminuer. Un exemple classique de ça qu'on peut se dire, c'est imaginez que vous avez une paille, que vous voulez souffler de l'eau, et que un peu plus tard, vous voulez prendre la même paille, mais souffler du beurre d'arachide dedans. Donc forcément, si on vient souffler de l'eau, elle va sortir beaucoup plus facilement que du beurre d'arachide. Pourquoi? Parce que le beurre d'arachide offre une beaucoup plus grande résistance au passage. Donc, ce qui va arriver, l'eau va passer dans le fluide avec un débit beaucoup plus élevé que le beurre d'arachide dans la paille si vous soufflez à même force les deux fluides à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de dire que la pression, la différence de pression qui est induite entre le début et la fin du tuyau, pour une grande résistance, ben, le fluide va passer avec un débit beaucoup plus bas. En ventilation, on peut voir ça directement. Ça, c'est tiré d'un livre de ventilation mécanique ici. C'est une ventilation en mode barométrique. Ça veut dire que le ventilateur va toujours fournir la même pression. Bien, on voit que si la résistance des voies aériennes est augmentée, ça va faire chuter le débit ici. Le débit inspiratoire va diminuer, ce qui peut être un problème, évidemment. L'autre approche, c'est de dire qu'on veut maintenir le même débit. Donc ça, c'est un mode qu'on va appeler volumétrique, parce que si on maintient un débit constant pendant un temps déterminé, ben, le débit vous donne la quantité de litres qui transfère par minute, et vous le transférez pendant un temps qui est constant, ça vous donne vraiment une valeur de litres fixe qui est transférée. C'est pour ça qu'on appelle ça le mode volumétrique, mais ça implique que le débit est constant aussi. Donc ici, si on veut forcer que les deux débits sont constants, donc la paille dans laquelle on souffle de l'eau puis la paille dans laquelle on souffle du beurre d'arachide, donc si on veut que les deux débits soient constants, ben Q demeure constant, la résistance augmente beaucoup, parce que du beurre de pinot, c'est difficile à faire passer ça dans un tuyau, ce qui veut dire que la pression qu'il faut appliquer à la paille pour être capable de faire passer du beurre de pinot à la même vitesse que l'eau doit être énorme. Sachant que dans les deux cas, au bout de la paille, on est à pression atmosphérique. Une ventilation en mode volumétrique, à ce moment-là, ça veut dire que le ventilateur va s'assurer que les débits et les volumes sont constants. Et donc, pour y parvenir, le ventilateur va devoir s'ajuster et augmenter la pression. En ce sens-là, le mode volumétrique est intéressant parce qu'il va ajuster la pression nécessaire aux besoins respiratoires, mais sachez qu'on va le voir un peu plus tard dans la prochaine section, il peut y avoir d'autres problèmes associés à une pression variable.
Donc souvent, quand on va faire des calculs, on va plutôt y aller en mode volumétrique, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que le débit est celui qu'on veut pour une ventilation, par exemple. Donc on va fixer les débits. Donc par exemple, si le débit est 10 litres par minute, je vous dis que la résistance est de 0,8 cm d'eau par litre par minute. Et là, je vais vous montrer qu'il y a deux interprétations qu'on peut faire au delta P qu'on calcule. Donc si on dit qu'à la bouche, le ventilateur induit 15 cm d'eau, et aussi qu'il faut 10 cm d'eau aux alvéoles pour les gonfler, si on fait une ventilation mécanique. En passant, toutes ces choses-là, on va les revoir dans la prochaine section, mais je trouvais ça intéressant de déjà vous donner des exemples en lien avec l'inhalothérapie. Donc, dites-vous que même si pour le moment, il y a des nouvelles notions qui sont introduites aussi, on va en reparler en détail. Mais pour revenir à ce que je disais, donc ici, le calcul de delta P, à cause des résistances dans les voies aériennes, va donner une variation de pression de 8 cm d'eau. L'interprétation passive, c'est simplement dire que le delta P qu'on a calculé va correspondre à la perte de pression qu'on va avoir obtenue à cause des résistances. Donc, dans le cas ici, on a calculé delta P égale 8. On sait qu'à la bouche, on a 15. Et donc, ça veut dire qu'au bout du transfert, donc toujours donc on peut dire en aval ou à la fin du transfert, ici, il va y avoir une chute de pression de 8 cm d'eau, parce que c'est le delta P qu'on a calculé. Donc 15 cm d'eau qu'on avait au début, moins le 8 cm d'eau qu'on avait à cause des résistances, va donner le 7 cm d'eau qui est la pression qui reste pour les alvéoles. Donc 15 moins le 8 causé par les résistances nous donne le 7. Et vu qu'on a besoin de 10 cm d'eau pour gonfler les alvéoles, ça veut dire qu'il ne nous reste plus suffisamment de pression. Nous, il nous en reste juste 7 après le passage de l'air dans les conduits ventilatoires. Et donc, on a une mauvaise ventilation dans ce cas-ci. Une autre interprétation, en fait, c'est le même calcul. Le delta P, si on le calcule pareil, c'est juste une autre façon de traiter la chose. C'est plutôt une façon active. C'est plutôt de dire qu'on veut connaître la pression nécessaire au début à induire pour être capable de faire passer l'air dans tout le système ventilatoire. Donc ici, le delta P demeure 8 cm d'eau, ce qui veut dire que je dois encore avoir un écart de 8 cm d'eau entre le début et la fin. Et la pression va toujours être plus forte au début, en amont. Donc ici, si j'ai besoin de 10 cm d'eau pour gonfler les alvéoles, ben à ce moment-là, je dois additionner 8 cm d'eau, le delta P des résistances, pour obtenir la pression que j'ai besoin au début du circuit. C'est pour ça que je dis que c'est une interprétation plus active parce qu'on vient chercher la pression nécessaire, la pression qu'on a besoin pour vaincre les résistances. En fait, on va plus travailler avec cette approche-là ici. Dans le fond, de venir trouver ce qu'on a besoin au début pour venir vaincre les résistances. Donc ici, on avait besoin de 10 cm d'eau pour gonfler les alvéoles. Mais en plus, on a besoin du 8 cm d'eau pour battre les résistances. Donc, ce qui veut dire qu'au début, 10 plus 8 nous donne un 18 cm d'eau qu'on a besoin de fournir à la bouche, au ventilateur, pour être capable d'avoir une respiration qui est efficace. Une respiration ventilée dans ce cas-ci. Les équations de Poiseuille, je les ai divisées en deux. Surtout que j'avais mis le S ici. Donc, on a traité la première portion, delta P égale R fois Q. Donc, variation de pression est égale à la résistance fois le débit. Mais cette fameuse résistance-là dépend de quoi? Les prochaines pages vont traiter de ça. Donc, premièrement, est-ce que la résistance augmente ou diminue en fonction du rayon du boyau? Donc, j'ai mis en référence ici, imaginez un rayon de base, puis on vient doubler le rayon. Donc, est-ce que ça va faire augmenter ou diminuer la résistance? Bien, je pense que c'est assez évident de déduire que si le rayon augmente, bien à ce moment-là, la résistance va diminuer parce que c'est beaucoup plus facile de passer dans un gros tuyau que dans un petit tuyau. Pensez à si vous buvez un milkshake, par exemple, bien, on prend généralement des plus grosses pailles qu'ici, on prend juste une petite paille à eau. Ce serait trop difficile. Maintenant, en fonction de la longueur du boyau, en référence, on peut se dire qu'est-ce qui arrive si la longueur double. Bien, si la longueur d'un conduit augmente, on s'attend à ce que la résistance augmente elle aussi. Pour la viscosité, c'est justement l'exemple du beurre d'arachide versus de l'eau. Ben, assez logique encore là de s'attendre que plus le liquide est visqueux ou plus le fluide est visqueux, ben, l'air aussi a sa viscosité en passant. Ben, ça va être plus difficile de faire passer un liquide visqueux, donc plus visqueux dans un conduit, donc ça va faire augmenter la résistance. Rapidement sur la viscosité, parce qu'on ne fera jamais de calcul avec ça, mais juste pour le définir. Mu, c'est le symbole de la viscosité. Ici, c'est de l'eau versus, par exemple, du miel. Donc, les unités, c'est le Poiseuille, justement, qui correspondent à des pascals secondes, mais je vous le répète, on n'aura aucun calcul à faire avec ça. Juste pour vous dire, on va voir le symbole mu. Donc, il faut quand même savoir que ça correspond à la viscosité.
Voici donc la formule de la résistance, un coup qu'elle est développée. Juste vous montrer qu'elle est cohérente avec ce qu'on avait dit. Je ne vous en fais pas la preuve, là, mais on voit que si la viscosité ou la longueur du conduit augmente, on voit que la résistance augmente. Mais le rayon, lui, est au dénominateur, donc ça crée quelque chose qui est inversement proportionnel. Autrement dit, si le rayon double, on met un R qui est plus grand, mais quand on divise par un chiffre qui est plus grand, ça fait diminuer la valeur, donc la résistance va baisser ici. Il y a même un exposant en 4. On va voir un peu comment le gérer dans les exemples suivants. On ne fera jamais de calcul de résistance. Vous, en tant qu'inhalothérapeute, vous n'aurez jamais à venir calculer la résistance d'un patient, vous allez le mesurer. Mais par contre, c'est important de comprendre les impacts de la résistance. Donc, ce que je vous fais comme... Les exemples que je vous fais et que je m'attends à ce que vous soyez capable de faire, c'est des calculs de variation de résistance. Les 4 prochains exemples vont traiter de ça. Premier exemple, comment varier la résistance si on remplace un tube par un nouveau tube de même forme, mais qui est 2 fois plus long. Ce qu'on va faire, c'est trouver les facteurs de variation de chacune de nos variables. S'il n'y a pas de variation, mais ça veut dire que le facteur est 1. Donc, n'importe quoi qu'on multiplie par 1, ça ne varie pas. Ensuite, on va placer ces facteurs-là dans la formule de proportion. Pas dans la formule de calcul de résistance, mais bien dans la formule juste de proportion ici. Et ensuite, on vient juste multiplier chacun de ces facteurs-là et ça va correspondre aux facteurs d'augmentation ou diminution de la résistance. Donc ici, entre autres, mu n'a pas changé, donc on n'a rien à mettre, c'est juste 1. Le rayon n'a pas changé, donc même chose, c'est 1. Mais la longueur a doublé d'un facteur 2, donc ici, le facteur 2, on le met ici. Et quand on multiplie, divise tout ça, ça nous donne un facteur de résistance qui augmente d'un facteur 2. La morale à retenir de ce petit exemple-là, c'est que parfois, quand vous ventilez des patients, que ce soit pour les transporter ou toutes sortes de raisons, vous devez changer les conduits, mais c'est important de toujours, après ça, faire une vérification de débit par après, parce que les valves, eux, sont faites pour fournir une pression constante. Et donc, si vous changez les conduits, à cause de l'équation de Poiseuille, ben, si vous variez la résistance et que la pression est maintenue constante, ben, ça se peut que les débits changent. Et vous, ça pourrait être un problème, là. Prochain exemple, dans un conduit d'usine de transformation, on remplace du sirop d'érable qui a une viscosité de 175 Poiseuille par du miel qui a une viscosité de 2000. Déterminer le facteur d'augmentation de résistance. Même approche. La seule chose ici, c'est que le facteur n'est pas donné directement, il faut le calculer. Donc, on fait juste mettre valeur finale divisée par valeur initiale. Ça veut donc dire que la viscosité augmente d'un facteur 11,4. On vient mettre ça dans notre équation ici de proportionnalité où ce qu'on met un égal, mais on ne calcule pas de valeur, on calcule juste des variations. Donc, c'est pour ça qu'on peut juste se servir de la formule ici qui a le symbole proportionnel dedans. Et donc, la résistance va augmenter elle aussi d'un facteur 11,4. On continue sur le même exemple. Dans la même usine, la viscosité augmente beaucoup, passe de 175 à 2000. Et là, pour compenser, on change les tuyaux par des calibres qui sont 50% plus gros. Donc, le rayon est augmenté d'un facteur 1,5. Est-ce que cette modification est suffisante? Donc, autrement dit, l'idée, c'est est-ce que la résistance augmente? Si la résistance reste la même ou diminue, ben on est correct. Ça veut dire que les pompes vont bien fournir. Mais si on a une résistance qui a augmenté, ben ça veut dire que dans le processus de l'usine, on pourrait avoir des problèmes. Ici, il y a juste 2 facteurs à considérer. C'est pour ça que je voulais faire cet exemple-là pour vous montrer qu'il peut y avoir plusieurs facteurs qui varient en même temps et c'est pas vraiment plus compliqué. C'est juste qu'il faut les calculer séparément. Donc, le facteur de mu demeure le même. Le facteur de viscosité demeure 11,4. Le facteur d'augmentation du rayon, lui, est de 1,5. Si on vient mettre ça dans le calcul, 11,4, le facteur d'augmentation de mu, fois L qui ne change pas, mais divisé par 1,5, il ne faut pas oublier de le mettre à la 4. Parce que dans la formule, il y a un R à la 4 ici, donc le facteur, on le met à la 4 lui aussi. Donc, si vous faites le calcul ici, ça vous donne 2,25. Ça veut dire que cette augmentation-là des calibres n'était pas suffisante. Il y a quand même une augmentation de la résistance d'un facteur 2,25. Donc, à ce moment-là, ça va être 2,25 fois plus difficile pour le miel de passer dans les tuyaux ici. Prochain exemple, c'est l'exemple qui était la question du jour d'aujourd'hui. Lors d'une crise aiguë, les branches d'un asthmatique rétrécissent d'un facteur 2. Ça veut donc dire que le rayon des branches devient 2 fois plus petit. Déterminer le facteur d'augmentation de la résistance, qui représente par le fait même le facteur d'augmentation de l'effort respiratoire. Effectivement, vu que le débit demeure constant, le facteur d'augmentation de résistance qu'on va trouver va correspondre au facteur d'augmentation de delta P. Et cette pression-là, ben, c'est le diaphragme qui doit la créer pour être capable de créer une inspiration.
Même approche, on y va avec notre formule de proportion. Le facteur R ici, vu qu'il diminue d'un facteur 2, donc on fait 1 divisé par 2, ce qui donne un facteur de 0,5. Et on vient mettre ça dans notre petite formule. Et si on fait 1 fois 1, puisque viscosité et longueur ne changent pas, et on divise par 0,5, mais à la 4, parce que le rayon est à la 4 dans la formule, ça nous donne 16. Je trouve ça quand même assez imposant comme résultat, à savoir que pour un asthmatique, dans ces conditions-là, c'est sûr aussi qu'on suppose que le facteur 2, bon, c'est un estimé, mais on peut quand même penser que c'est réaliste que les bronches d'un asthmatique, avec les bronchospasmes et les mucus qui se mêlent à tout ça, viennent rétrécir d'un facteur 2. Mais on voit que la respiration devient 16 fois plus difficile pour un asthmatique à ce moment-là. C'était juste pour vous montrer, dans le fond, comment se sent un asthmatique en crise. Il est en vraie difficulté respiratoire. En résumé, on a parlé aujourd'hui de la loi de Poiseuille qui traite de la résistance du passage de l'air ou de n'importe quel fluide dans un conduit. L'équation de Poiseuille, en fait, s'écrit en une seule équation, mais nous, on l'a traité en deux situations distinctes. Donc, premièrement, le lien entre pression, débit et résistance. Et ensuite, on a parlé de la résistance même, comment est-ce qu'elle se calcule. Et ensuite, on est arrivé à juste le facteur de proportion. Donc, on se rappelle qu'en mode volumétrique, si le débit est constant, bien, une augmentation de la résistance occasionne un besoin plus grand en pression pour être capable de faire passer le fluide dans le conduit. En revanche, en mode barométrique, ça veut dire à pression constante, une augmentation de la résistance occasionne une perte de débit. Ça, c'est l'exemple de la paille, c'est-à-dire si on souffle toujours avec la même force dans une paille, mais dans un cas, on a une grosse paille avec de l'eau, et dans l'autre cas, on a une petite paille avec du miel, ben, le miel va sortir beaucoup moins rapidement que l'eau au bout de la paille. Pour les résistances, on ne fera pas de calcul de résistance, mais en revanche, on va calculer des variations de résistance qui peuvent être vraiment intéressantes pour comparer différentes situations. Et pour ça, on utilise ici l'équation de proportion, puisqu'on fait juste mettre chacun des facteurs de variation, puis ça nous donne au global le facteur de variation de la résistance. Merci beaucoup, à la prochaine.